Mesdames et messieurs, bienvenue à Fonza Nketompo TV. Aujourd'hui, nous allons à l'émission Campus Universitaire, qui est une émission dédiée à la formation de notre jeunesse, à la formation politique, à la formation géopolitique, à la formation géostratégique. Campus Universitaire est une émission qui a la prétention d'être une université plein air, une université plein ciel, une université populaire de formation de la jeunesse à la maîtrise des savoirs et des connaissances, autant sur le plan politique, géopolitique que stratégique. Et nous inviterons très souvent des enseignants de rang magistral, des professeurs d'université, des sachants, des chercheurs, pour édifier notre peuple sur les enjeux internationaux. Aujourd'hui, nous avons un professeur titulaire qui va ouvrir le bal de cette émission. Je vous le présente dans un instant. Oui, vous êtes de retour sur Fonza Nketompo TV. Moi, je suis le présentateur, je suis Fonza Nketompo premier et j'ai l'honneur de conduire le débat de cette université plein air dans cette émission Campus Universitaire. Nous avons le plaisir, le bonheur, le privilège de recevoir sur ce plateau un très grand professeur, un professeur titulaire, très connu, Mathias Eric Onagini, professeur titulaire des universités et professeur de sciences politiques. Il est très ouvert. Bonsoir professeur et bienvenue sur Fonza Nketompo TV. Bonsoir Fonza Nketompo, bonsoir aux téléspectateurs. Professeur, nous vous avons invité parce que nous voulons parler de démocratie. C'est ce que vous enseignez dans nos universités, la démocratie. Et malheureusement, très peu de personnes arrivent au campus. Nous avons voulu que cette émission soit dédiée à ceux qui ne vont pas dans les campus universitaires à la recherche des savoirs. Peut-être parce qu'ils n'ont pas eu les moyens, peut-être parce qu'ils n'ont pas pu y accéder. Dans tous les cas de figure, nous voulons apporter les savoirs jusqu'au bas peuple, dans des termes simples. La démocratie anime l'espace public africain. Et chacun y va de sa définition. Nous avons voulu aujourd'hui que vous puissiez présenter cette démocratie, n'est-ce pas, à l'ensemble de notre population. Il y a ceux qui parlent de la démocratie universelle, ils sont très nombreux, qui disent que oh, nous voulons la démocratie universelle. D'autres vont parler de la démocratie intégrale. Ils sont très nombreux aussi qui parlent de la démocratie intégrale. D'autres encore vont vous parler de la démocratie démographique et diront nous sommes les plus nombreux, donc c'est à nous de gouverner, nous sommes les plus nombreux, c'est la démocratie démographique. Et il y a enfin ceux qui parlent de la démocratie élective de compétition, et ça c'est le professeur Nkolofoué, qui pense que c'est une démocratie qui instaure un état de guerre permanente. Parce que normalement, quand on dit démocratie, c'est la loi du plus grand nombre. Et que ça s'entend que ceux qui ont perdu doivent s'aligner derrière la décision du plus grand nombre. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ceux qui ont gagné ne peuvent pas travailler sereinement parce qu'ils sont entravés dans leur action par ceux qui ont perdu. C'est-à-dire que voilà une démocratie dans laquelle les gens qui ont perdu une élection, au lieu d'accompagner celui qui a gagné à la construction de la nation, vont passer tout le mandat à l'empêcher de gouverner, à l'empêcher de construire. C'est ça qu'on parle, que le professeur Nkolofoué parle de démocratie, n'est-ce pas, qui installe la guerre permanente.
Monsieur le professeur titulaire des universités, professeur Mathias Eric Onanguini, qu'est-ce que c'est donc que la démocratie? Il faut donc pouvoir définir ce terme qui apparaît comme un serpent de l'air et de mer, où chacun y met ce qu'il veut. Merci pour de me donner la parole. La définition simple et commode de la démocratie, c'est que la démocratie est le gouvernement du peuple. Dans la démocratie, il y a démos qui renvoie au peuple, à la communauté constituée comme peuple, et il y a kratos qui renvoie à la force ou à la puissance. C'est donc la force du peuple comme base de gouvernement. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout clarifié parce que, comme vous l'avez indiqué, les conceptions de la démocratie sont plurielles. Il y en a effectivement qui considèrent que cette forme de gouvernement est une forme qui doit être universelle, sans aucune limite, ni dans le temps, ni dans l'espace. Il y en a qui considèrent que cette forme n'est pertinente que lorsqu'elle est intégrale, c'est-à-dire quand l'ensemble d'une communauté est appelé effectivement à se prononcer sur les affaires qui la concernent, sur ses affaires de gouvernement. C'est un peu l'idée de démocratie intégrale. Maintenant, en réalité, la forme à laquelle la plupart des gens se réfèrent en parlant de la démocratie, c'est une forme qui est née à un moment historique précis. Elle est née au XVIIe siècle, elle est née en Angleterre, entre les deux révolutions anglaises de 1648 et de 1689. Elle a donné un modèle qu'on appelle le modèle de Westminster. Tout à fait. Autrement dit, c'est la démocratie représentative. Tout à fait. La démocratie représentative, c'est un système dans lequel la communauté choisit un certain nombre de personnes par la voie de l'élection, et ces personnes sont chargées de la représenter effectivement dans les affaires de gouvernement, en particulier d'abord dans le vote de la loi, et ensuite le contrôle de l'action du gouvernement, et ensuite dans la détermination de la majorité politique qui va assurer le gouvernement. C'est ça le système de Westminster, qui est la démocratie telle qu'elle s'est construite en Angleterre au XVIIe siècle. Mais en réalité, si on veut avoir un regard plus profond, on va se rendre compte que cette démocratie-là n'est pas le premier type de démocratie, même dans les sociétés européennes et occidentales. Il y a eu, à partir du 5e siècle, après Jésus-Christ, un modèle qui précisément s'appelait déjà la démocratie et qui avait été initié par l'un des fondateurs de la Grèce, l'un des 7 fondateurs de la Grèce, qui est Solon. Solon, qui au passage est un ancêtre du philosophe Platon. Ce système-là, en réalité, n'était pas une démocratie intégrale. Parce que dans ce système, c'était seulement les hommes libres au sein de la cité, parce que la démocratie grecque était basée sur des cités, des villes qui étaient constituées en État. C'était seulement les hommes libres qui pouvaient participer aux affaires publiques, aux affaires communes. Les femmes n'étaient pas concernées, les enfants non plus évidemment, les étrangers qu'on appelait les métèques non plus, ni les esclaves. On voit donc que c'était une démocratie, comme on dit, une démocratie censitaire. Et d'ailleurs, dans l'histoire politique, censitaire du sens, le sens caché, n'est-ce pas? Le sens qui signifie que pour être capable de s'exprimer sur les affaires de la communauté, du peuple, il fallait disposer d'un certain niveau de patrimoine et de revenus. Tout à fait. Ça faisait que, effectivement, les couches sociales pauvres ne pouvaient effectivement pas participer à la démocratie. C'est ça que Gassi appelle le sens caché. Voilà. Que Daniel Gassi a effectivement publié dans les années 1970 en France, montre comment dans la démocratie représentative moderne qui existe en Occident, il y a des mécanismes qui empêchent un certain nombre de couches sociales de participer effectivement au processus politique. Tout à fait. Voilà une autre définition de la démocratie. Face donc aux limites
du processus de la représentation, qui sont liés au fait que le représenté, celui qui dispose du mandat populaire, peut parfois l'utiliser à l'encontre de ceux qui l'ont élu, à partir du moment où on a consacré ce qu'on appelle le mandat représentatif par opposition au mandat impératif. Alors, un débat est né, un débat qui est à la fois un débat intellectuel, un débat de théorie politique, mais aussi un débat idéologique, sur le fait que la démocratie représentative ne pouvait pas suffire et qu'il fallait aussi la démocratie participative. Et dans ce débat-là, on a convoqué d'autres grandes figures de la théorie politique, de la philosophie politique, comme Rousseau, qui parle précisément de la démocratie populaire, c'est-à-dire d'une démocratie qui est basée sur le peuple et sur la souveraineté du peuple, en encourageant donc le modèle de la démocratie participative. Et l'outil de la démocratie participative, l'outil privilégié, c'était le référendum, qui permettait donc au peuple de s'exprimer. D'où le développement dans un certain nombre de systèmes dits démocratiques, de la participation, de la pratique de la démocratie participative à travers les référendums d'initiative populaire. Ça marche par exemple dans un système politique comme le système politique suisse, où on recourt beaucoup à cet outil. Mais au fond, il faut pouvoir décoloniser le regard sur la démocratie. La démocratie ne naît ni au XVIIIe siècle après Jésus-Christ, comme on l'a dit, entre 1648 et 1689, la période intermédiaire entre les deux révolutions anglaises, ni au 5e siècle après Jésus-Christ. La démocratie est beaucoup plus vieille que cela. La démocratie est née avec les premières communautés d'hommes qui se sont constituées en Afrique. C'est en Afrique que s'est constituée la figure de la communauté. C'est en Afrique que la communauté a pris pour la première fois en charge la responsabilité de régler ses affaires. Elle l'a fait notamment par des mécanismes lignagés et claniques. La démocratie est d'abord basée sur les liens parentaux, les liens de parenté au niveau des lignages, des lignées, des lignages et des clans. Et les premières formes authentiques de démocratie dans l'humanité, ce sont ce qu'on peut appeler avec le sociologue français Jean Bachelet les démocraties villageoises. Ces démocraties villageoises sont bel et bien nées en Afrique, avant de se répandre ailleurs dans le monde, pour la simple raison que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et c'est là où certains parleraient de l'arbre à palabre africain, qui était donc le socle de cette démocratie, soi-disant villageoise, peut-être, professeur. Bien entendu. L'arbre à palabre africaine est précisément la première pratique institutionnelle en termes de démocratie délibérative, c'est-à-dire une démocratie dans laquelle les acteurs, les membres de la communauté politique délibèrent, discutent entre eux pour dégager les résolutions et les décisions qui vont orienter et gouverner leur société. C'est ça le modèle de base de la palabre, et ce modèle en réalité, ce modèle palavéral, ce modèle de la palabre, est incarné dans toutes les institutions politiques africaines authentiques. Quand je parle d'institutions politiques africaines authentiques, je mets à part certaines institutions qui sont des institutions exceptionnelles, à l'instar par exemple du gouvernement militaire à la Tchaka Zoulou, qui en réalité n'est pas un processus conforme à la manière dont les Africains s'organisaient politiquement. Les Africains pratiquaient une variété de systèmes politiques, mais dans ces systèmes politiques, il y avait toujours des éléments essentiels qui revenaient. La présence de collèges, de conseils, et puis le fait que même lorsqu'il y avait une autorité désignée et ou constituée, cette autorité-là était dépendante du conseil. Voilà pourquoi vous avez dans les systèmes africains fondés sur des chefferies qui sont des monarchies légères, vous avez toujours des conseils. Si on prend le cas du Cameroun, vous allez voir les chefferies du nord-ouest et de l'ouest du Cameroun ont en réalité toujours à côté du chef du fort ou du fort qui est le monarque, il y a toujours des conseils. Le conseil des 9 et le conseil des 7 par exemple sont dans cet ordre. Donc Kamsambia renvoie à cette réalité d'un conseil qui entoure le chef. Par ailleurs,
dans ces sociétés, vous avez un certain nombre d'associations. Il y a toujours des associations comprisantes soit comme coutumières, soit comme secrètes, mais en réalité, dans l'architecture politique traditionnelle, ces associations-là animaient le débat. En réalité, c'était des formes à la fois de lobby, de groupes d'intérêt et de pression, mais aussi de partis politiques en réalité. Tout à fait. Et ce système-là, on le trouvait déjà dans l'Afrique antique. On le trouvait par exemple en Égypte, où en réalité vous avez la synthèse historique de toutes les formes de gouvernement qui existaient en Afrique. Le gouvernement simple, le plus décentralisé, celui des patriarches et des matriarches, à la base, essentiellement les aînés de la société. Puis le gouvernement des chefs, les chefs tels qu'on l'a vu dans le cas des systèmes à chefs, puis le gouvernement des rois, et puis l'empire. Tout cela a été synthétisé dans l'État égyptien qu'on appelle le Pérage, c'est-à-dire la grande maison. Il y avait toutes ces formes de gouvernement. L'Égypte était à la fois un empire constitué de 2 royaumes qu'on appelait les 2 terres, et dans chaque terre il y avait des provinces qu'on appelait les sépaotes. Les sépaotes elles-mêmes étaient divisées en départements qu'on appelait les sous, et à l'intérieur des sous il y avait effectivement des corporations. Et puis au niveau symbolique, cette organisation-là reposait précisément sur une forte décentralisation du pouvoir avec des étendards. Et ce sont ces étendards qui renvoient à ce qu'on appelait les totems. Parce que chaque canton avait son génie protecteur, ou son saint protecteur, ou son dieu protecteur. Et il était souvent symbolisé par une figure, soit une figure végétale, soit une figure animale. C'est ça le principe du totémisme africain, mais qui a été très mal compris par l'Occident, parce qu'en réalité, le totémisme est bel et bien le cœur de la démocratie, jusqu'à son expression linguistique sur laquelle on reviendra plus tard. Tout à fait. Alors, donc, quel sens donner à la démocratie aujourd'hui, professeur? Parce que lorsque vous parlez, n'est-ce pas, des origines historiques de la démocratie, nous pouvons voir, vous venez d'évoquer les villages africains, le village Bafou, par exemple, où la démocratie est d'abord fondée sur la famille, c'est-à-dire que la communauté familiale, parce qu'il faut distinguer ici entre démocratie et autorité. Il y a l'autorité qui est incarnée par le chef de famille, et la famille ici n'est pas comme les familles occidentales. La famille occidentale, c'est le père, la mère et les 2 ou 3 enfants. Alors que dans les familles africaines, c'est le père et les mères, c'est-à-dire beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. On a des familles qui ont 100 enfants, 30 femmes et un chef de famille. Et au-delà de ce cercle, de cette communauté familiale présidée par un chef de famille qui a autorité, où il pratique quand même un certain équilibre, une certaine démocratie pour gérer tout ce beau monde, il y a au-delà le chef de quartier. Ils vivent dans un quartier où le chef de ce quartier incarne l'autorité sur l'ensemble des chefs de famille, de communautés qui sont là. Et au-delà du chef de famille, il y a le chef du village. Le chef du village incarne l'autorité morale, politique, religieuse sur les quartiers et les chefs de famille. Maintenant, l'ensemble des villages, des groupements, forment un groupement de plusieurs villages. À la tête trône un chef de premier degré qui incarne donc la supériorité et qui évidemment a les 7 notables, les 9 notables, une cour royale avec ses ministres, qu'on l'appelle peut-être pas ministres, on peut les appeler, ce sont les ministres en réalité, qui gèrent. Donc voilà une... Voilà par exemple, est un ministre et un premier ministre. Exactement. Donc ils gèrent la société. Vous voyez que nous n'avons rien de commun avec eux. Quand ils viennent prendre la démocratie ici pour aller l'installer chez eux, puisque on pourrait peut-être convenir qu'ils ont copié quand même la démocratie en Afrique. On y reviendra. Voilà. Donc, alors, quel sens donner donc à cette démocratie aujourd'hui, professeur, lorsqu'on voit cette déclinaison dans nos communautés, et lorsqu'on entend, par exemple, Abraham Lincoln, qui dit que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, par le peuple et pour le peuple. Oui. Mais est-ce que vraiment on peut imaginer une telle démocratie où tout le peuple gouverne? Il faut peut-être penser que le peuple doit quand même, je vais dire, décliner son pouvoir auprès de quelqu'un qui va gérer la cité. Est-ce que c'est une mauvaise vue?
La démocratie dite moderne se construit sur un socle culturel. Et ce socle culturel, c'est ce qu'on appelle simplement le socle occidental. Mais s'il fallait le nommer de manière plus rigoureuse, on l'appellerait d'abord le socle indo-européen, on l'appellerait ensuite le socle gréco-romano-chrétien. Qu'est-ce qui caractérise ce socle? C'est qu'au fur et à mesure que cette sphère civilisationnelle va se consolider, elle va s'organiser sur la base d'une orientation sociale particulière qu'on appelle l'individualisme, c'est-à-dire en considérant que les sociétés sont constituées d'éléments indivisibles qui sont le fondement de ces sociétés. Ces événements-là, ce sont donc les individus. Or, toutes les sociétés humaines ne sont pas organisées de la même manière. Et le modèle dominant d'organisation sociale des sociétés humaines tout au long de l'histoire, ça a toujours été le communautarisme, c'est-à-dire que les sociétés sont constituées de membres qui sont liés à des communautés. Tout au plus, ces membres-là sont des personnes, pas des individus. Ça veut dire qu'ils sont toujours reliés à des groupes. Ils sont reliés à leur famille, ils sont reliés à leur localité, ils sont reliés à un terroir, ils sont reliés à un pays. Or, donc, notre démocratie moderne d'origine occidentale n'est pas à n'importe quel moment de l'histoire. Comme on l'a dit, elle naît à partir du XVIIIe siècle, disons entre le XVIIIe siècle et le XXe siècle après Jésus-Christ. Et elle est en réalité l'une des conséquences d'un autre processus qui est la construction de l'État. L'État tel qu'il se construit en Occident se construit de telle manière qu'il y a d'un côté un individu, parce que l'État aussi c'est un individu, c'est ce qu'on appelle un individu historique. Il y a d'un côté cet individu historique qu'on appelle l'État, et de l'autre on a l'individu qui est le citoyen. Et entre les deux, il ne doit pas y avoir de communauté, de groupement intermédiaire. Dans leur philosophie profonde, les États occidentaux ne reconnaissent pas les communautés. Maintenant, la réalité sociologique est différente. Elle a fait que beaucoup de ces États-là ont quand même organisé leur société sur le fondement des communautés. Si vous prenez un pays comme la Confédération helvétique, c'est un système fédéral qui est organisé sur la base de ce qu'on appelle les cantons. Et quand vous regardez l'organisation et la structuration des cantons, vous vous rendez compte qu'ils renvoient à des nations qui sont bien typées et différenciées culturellement. La nation allemande, alémanique, la nation française, romande, la nation italienne, ainsi de suite. Bien, vous prenez un certain nombre d'autres pays pratiquent ce qu'on appelle la démocratie consociative. Ça veut dire que là-bas, le jeu politique n'est pas seulement organisé sur la base des partis, il est aussi organisé sur la base des communautés. Et il y a un certain nombre de mécanismes qui font que ces communautés-là doivent se partager le pouvoir. C'est ce qu'on appelle, depuis le politologue Aaron Lippiatt, ce qu'on appelle le power sharing, le pouvoir du partage. Tout à fait. Ces conditions ne sont pas identiques aux conditions des sociétés africaines, parce que les sociétés africaines sont toujours des sociétés communautaires. Et ce que vous avez pu en dire, c'est ce qui reste encore la base des sociétés africaines. Elles sont organisées à partir des relations communautaires de parenté, et au fur et à mesure qu'on monte à ces relations communautaires de parenté s'ajoutent les relations de voisinage territorial. Exact. Et c'est ça qui constitue donc l'architecture politique des sociétés africaines. Or, le modèle donc de Westminster, qui est la base de tous les modèles occidentaux, est un modèle individualiste. Tout à fait. Et quand vous l'appliquez dans des sociétés de type communautariste, ça produit un certain nombre d'effets non attendus, d'effets pervers. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas prévues dans ce système qui naissent et qui génèrent beaucoup de désordre. Voilà. Et je pense en réalité que peut-être le désordre actuel, l'émulation des peuples autour des élections, autour de la démocratie, puisque les élections font partie, n'est-ce pas, de l'expression de cette démocratie-là, tiennent au fait qu'il y a cette différence entre
la conception de Westminster et la nôtre. Parce que si on se réfère à l'ancien latin qui dit ubi societas ibius, à chaque société ses lois, on s'aperçoit qu'eux, ils ont constitué leur société individualiste, leur démocratie individualiste, et qu'ils veulent nous imposer ici dans une communauté qui n'est pas tout à fait individualiste, c'est-à-dire qui n'est pas formée de la même matière. Est-ce que ça peut adhérer, professeur? C'est justement là le problème, c'est-à-dire qu'on a des systèmes d'idées, de valeurs qui se diffusent dans le monde et qui ne tiennent pas compte de la manière dont les sociétés sont structurées, puisqu'il y a une circulation mondiale des idées qui est imposée par la construction de ce que certains ont appelé le système monde, un système qui est précisément dominé par des centres qui sont les sociétés occidentales. Elles diffusent dans leurs idées, mais ces idées arrivent souvent dans des contextes sociaux et historiques qui sont fort éloignés de leur contexte d'origine. Et ça crée évidemment un certain nombre de problèmes. Il faut, avant d'examiner la question de la différence entre les sociétés occidentales et les autres sociétés, pas seulement les sociétés africaines, mais aussi les sociétés asiatiques et les sociétés américaines authentiques, c'est-à-dire les autochtones amérindiens, il faut indiquer qu'en Occident même, l'individualisation ne s'est pas faite de la même manière selon les contextes. Elle est beaucoup plus forte dans certains endroits que dans d'autres. C'est pour ça qu'il y a toujours dans l'histoire de l'Occident des systèmes politiques, on peut les citer, les Pays-Bas, la Belgique, l'Autriche, qui appliquent donc ce qu'on appelle la démocratie consociative. Parce que là-bas, la société est réellement basée sur des communautés. Et ces communautés, on en tient compte dans l'organisation du gouvernement. Et ça fait quoi? Ça fait que dans les techniques électorales, on ne va pas utiliser le principe de la majorité. Le winner takes all, celui qui a gagné prend tout. On va utiliser la proportionnelle pour avoir donc une représentation qui est plus ou moins adaptée à la réalité multicommunautaire de la société. Mais cela est encore beaucoup plus fort dans les sociétés communautaires et c'est précisément pour ça que dans une société multicommunautaire, quand vous faites donc la démocratie, s'il n'y a pas de système qui essaye de régler la question du partage du pouvoir, le jeu politique va se pervertir. Autrement dit, un jeu politique qui est présenté comme individualiste va devenir communautaire. Vous allez créer des partis qui auront toutes les tendances, gauche-droite, comme on dit dans le langage venu d'Occident. Et les gens, ils vont continuer à se repérer en fonction des schémas communautaires. Et à l'après, vous avez donc des votes fortement tribaux, et avec donc des frictions entre les différentes. Tout à fait. Et c'est là où peut-être on va parler de cette démocratie élective de compétition qui installe l'état de guerre permanente. En même temps qu'on parlera de la, je veux dire, de cette démocratie élective, je veux dire. Mais je crois qu'on va y revenir après la pub, professeur. Je suis le BIR. Recrutement spécial BIR 2021. Honneur et fidélité, amour et patrie. Notre mission, défendre le sanctuaire national. Notre raison d'être, protéger les populations et la nation. Le bataillon d'intervention rapide, BIR, recrute. Vous êtes Camerounais de sexe masculin. Vous avez entre 18 et 23 ans. Vous êtes endurant, sain de corps et d'esprit. Vous êtes titulaire au moins du CEP ou du First School Living Certificate. Saisissez votre chance. Inscrivez-vous pour le recrutement spécial BIR de 2200 commandos d'élite qui se tiendra du 1er février au 15 mars 2021 dans les chefs-lieux des 10 régions administratives du Cameroun. Les recrues recevront une formation solide sur un matériel de pointe, de dernière technologie et des équipements de protection sophistiqués pour une efficacité maximale. Date limite de dépôt des dossiers, le vendredi 15 janvier 2021 à 15h30 dans les postes de commandement des secteurs militaires de votre région de résidence. Recrutement spécial BIR 2021. Voici l'appel de la patrie. Sous le drapeau, devenez des héros. Je suis le BIR. Ma raison d'être, c'est vous. À toi l'amour et le grand honneur. Oui, c'est là peut-être, professeur, qu'on va évoquer
cette pensée, j'allais dire, du professeur Nkolo Foué, qui, parlant de la démocratie électorale et de compétition, parle d'une démocratie de guerre permanente. Parce que, voyez-vous, ça devient également ça a rapport également avec la démocratie démographique ou la démocratie tribale. Parce que lors d'une compétition électorale, ce sera le vote vers la personne de sa tribu plus que vers la personne qui a un programme politique élaboré pour la société. Est-ce que c'est une vue de l'esprit, si je pense cela, professeur? Il faut distinguer les situations. La démocratie moderne, la démocratie de Westminster, c'est donc basé sur le principe majoritaire. The winner takes it all. Le vainqueur l'emporte et il prend tout. Ce système-là, évidemment, s'appuie sur un concept qu'on appelle la majorité. C'est quoi la majorité? La majorité est en fait d'abord une sommation. C'est l'ensemble des votes qui se sont exprimés en faveur de celui qui a gagné le vote avec 50% plus 1. Ce sont eux donc qui sont chargés de gouverner. Oui. Et si vous avez 50% plus 1, vous gouvernez, oui. Et les autres ont 49, quelque chose. Eux ne gouvernent pas. Vous voyez que c'est un système qui est terriblement rigoureux. Tout à fait. Faisant donc que 49% des gens qui n'ont pas choisi un gouvernement ou un leader ne puissent pas influencer directement la manière dont les choses se font. Tout à fait. Et ce système-là, il est parfois terriblement rigoureux dans ses conséquences. Par exemple, dans le système américain, qui lui a également ses caractéristiques propres avec la réalité des grands électeurs pour l'élection présidentielle. Quand un nouveau président arrive, d'abord il y a ce qu'on appelle une nouvelle administration et il y a ce qu'on appelle le spoil system, le système des dépouilles. Ça veut dire que ce président arrive avec un nouveau personnel pratiquement à tous les niveaux de l'État fédéral. Une telle réalité est extrêmement problématique quand vous utilisez cette technologie politique-là dans les sociétés communautaires. Comme l'élément communautaire sera un élément important pour le choix des électeurs, on risque donc de se trouver dans des situations où vous aurez des configurations ethno-régionales contre d'autres configurations ethno-régionales. Et ça peut faire donc que les choses dérivent. Tout à fait. C'est ça donc la conséquence de l'application de la démocratie représentative dans les sociétés multicommunautaires. C'est que, sans qu'on le veuille, ça peut provoquer maintenant des frictions et des tensions entre les groupes. Parce que ce qui prédomine dans l'organisation de ces sociétés, c'est la communauté, non l'élément individuel. Les gens vont donc choisir sur la base d'une référence à la communauté. Tout à fait. Cette référence peut être directe. Un des fils de la communauté est en compétition, et peut-être indirect. Un grand nombre de figures importantes de la communauté, ce qu'on appelle aujourd'hui commodément les élites, décident que c'est une personne d'une autre communauté qu'on doit choisir. Comme ces personnes sont très écoutées dans cette communauté, on choisit cette personne. C'est comme ça qu'il y a référence directe ou indirecte à la communauté. Tout ça donc peut créer des affrontements ou des tensions. Et on le voit de manière récurrente dans les pays africains, où chaque élection présidentielle, par exemple, crée un ensemble de tensions, souvent violentes, et parfois ça peut aller jusqu'à des crises extrêmement graves, comme on a pu le voir en Côte d'Ivoire en 2010-2012. Tout à fait. Mais professeur, est-ce que ce n'est pas là justement le problème avec cette démocratie, je veux dire coloniale, cette démocratie importée, cette démocratie qui cherche à s'installer en Afrique contre, n'est-ce pas, la pratique ancestrale, contre la pratique démocratique traditionnelle de l'Afrique. On aurait pensé, professeur, juste une petite seconde, que le vainqueur l'ayant emporté, les vaincus acceptent la décision de la majorité et se mettent avec la majorité pour travailler à l'essor de la communauté tout entière. Mais on s'aperçoit que le vainqueur est parfois combattu par le vaincu, de telle manière qu'il gouverne sans le vaincu.
Alors que l'idéal aurait été que le vainqueur s'associe les compétences, n'est-ce pas, des vaincus pour gouverner. Le problème est lequel? En fait, c'est un problème de structuration. Dans une démocratie représentative, lorsque le pouvoir exécutif est en jeu à travers l'élection, les candidats qui sont souvent reliés à des organisations qu'on appelle des partis politiques ou alors à des coalitions de ces partis, c'est-à-dire des regroupements de partis, proposent ce qu'on appelle un programme, c'est-à-dire un ensemble d'orientations et d'idées qui sont censées traduire la manière dont ils vont gouverner. Et évidemment, les candidats s'opposent sur les programmes. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en bonne logique, celui dont le programme a été choisi par les électeurs doit gouverner sur la base de son programme. Et souvent, les programmes sont opposés, encore que la réalité de la gestion politique, même dans les sociétés occidentales, montre que les différences programmatiques sont très très limitées aujourd'hui. Quand vous venez avec dans ce système, dans une société communautaire, en fait le programme ne sert pas à grand chose. Pourtant les institutions formelles font croire que le programme sert à quelque chose. Donc celui qui a gagné doit appliquer son programme. Ça veut dire qu'en fait il peut gouverner seul. Mais en réalité, vous voyez très souvent qu'il y a des tractations politiques qui sont engagées après les crises post-électorales pour ramener les gens à un esprit de consensus et on crée donc des gouvernements de coalition, des gouvernements d'union nationale pour essayer de lisser les choses. C'est une manière en réalité un peu de bricoler avec la réalité qui impose qu'il y ait une gestion consensuelle parce qu'il y a différents segments communautaires dans la société. Cela montre de toutes les manières que ce système, la démocratie compétitive, représentative, est extrêmement difficile à mettre en œuvre dans des environnements segmentaires, non seulement multicommunautaires, mais segmentaires. Parce qu'on peut encore arriver à mettre en place cette démocratie dans des environnements communautaires, mais quand les communautés sont basées sur ce qu'on appelle une forte segmentation, c'est assez difficile. Or, ce n'est pas la seule manière d'envisager l'organisation politique et même la démocratie. Le seul problème, c'est quoi? Le seul problème, c'est qu'en réalité, nous opérons avec des modèles qui ont été hérités des puissances coloniales. Et dans l'entendement des puissances coloniales, il n'y a pas de démocratie possible qui vienne de l'intérieur de l'Afrique. L'Afrique n'a aucune caractéristique du point de vue de leur optique de type démocratique. Donc les seules démocraties possibles, ce ne seraient que les démocraties d'emprunt qui viendraient donc d'une importation, si on peut l'appeler comme ça, des institutions politiques occidentales pour les mettre en œuvre en Afrique. Mais la réalité montre que les choses ne sont pas aussi simples. Et d'autres sociétés, quoi qu'en pensent, les Occidentaux ont trouvé d'autres formules qui ne sont peut-être pas parfaites, mais qui sont peut-être aussi adaptées à leurs problèmes. Si vous prenez par exemple la République populaire de Chine, pour l'Occident, la République populaire de Chine n'a rien de démocratique. Tout à fait. C'est un système de type autoritaire, c'est un système dictatorial, il y a tout un langage politique constitué là-dessus. Mais à la vérité, les choses ne sont pas aussi simples, parce qu'en Chine, il y a toute une articulation de la politique qui fait qu'on ne peut pas décider au niveau central si on n'est pas parti de la base en termes de concertation, en termes de consultation. Et puis même du point de vue institutionnel formel, les gens ne savent pas qu'en Chine, il y a le multipartisme, mais c'est un multipartisme contrôlé, parce que dans ce système-là, le Parti communiste chinois exerce l'hégémonie, c'est-à-dire qu'il a la direction de l'État, il est un parti d'État. Ce qui peut être intéressant dans ce modèle-là, sans se fermer aux expérimentations occidentales pour les Africains, c'est la dimension concertation et la dimension consultation qui nous invite en fait à une nouvelle culture de la palabre. Une culture qui est beaucoup plus adaptée à nos conditions. Tout à fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le processus politique d'un pays africain, fondé sur une pluralité de groupes sociaux, on a besoin à tous les niveaux de palabre, de concertation, de consultation, pour établir des délibérations qui sont acceptées par l'ensemble des segments sociaux, les traduire en un ensemble d'orientations, soit des lois,
soit des décrets et autres mesures administratives pour faire évoluer les décisions politiques dans le sens de l'intérêt général et du bien commun. Un système de ce type est peut-être plus opérant qu'un système de cassure où, quand une majorité l'emporte, elle gouverne seule et n'intègre par aucun mécanisme établi, aucun mécanisme institutionnel, la volonté de ceux qui ont été battus. Et vous pouvez vous trouver dans des situations aberrantes où 50% vont décider sur les affaires de toute la société, sans associer 49%. Mais est-ce que ce n'est pas précisément la forme que la colonisation a voulu donner à cette démocratie chez nous? Puisque en réalité, ils estiment, les puissances occidentales estiment qu'à partir du moment où nous sommes arrivés à l'indépendance, il leur revient de nous enseigner la démocratie. Or, la démocratie qu'ils tentent de nous donner, de nous vendre, est précisément l'émasculation de la démocratie originale africaine, qui nous revient sous une forme de brocante démocratique, d'une friperie démocratique que notre peuple consomme allègrement, comme il consomme également les autres friperies de chaises, de bancs, de lits, toutes les autres. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui le constat d'une démocratie de friperie qui est consommée dans les pays africains? Vous posez là la question de ce que le sociologue russe Zinoviev, Alexei Zinoviev, a appelé la démocratie coloniale. Qui est Zinoviev? Zinoviev est un intellectuel universitaire russe qui, à l'époque de l'État soviétique, était ce qu'on appelait un dissident. Ça veut dire qu'il critiquait le système de pouvoir et de gouvernement qui permettait de diriger l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS. Quand l'URSS disparaît en 1991, et à la suite donc de ce qu'on appelle les révolutions de velours en Europe de l'Est dès 1989, Zinoviev va s'intéresser à la manière dont la démocratie représentative parlementaire de type occidental va être appliquée en Europe centrale, en Europe de l'Est et particulièrement dans l'ancienne Union soviétique, dans les pays issus de l'ancienne Union soviétique et particulièrement de la Russie. Et il va alors parler de démocratie coloniale pour dénoncer un phénomène qu'il voit naître, c'est-à-dire celui de démocratie qui en réalité n'en sont pas, parce qu'elles ne disposent pas de la pleine souveraineté et elles sont pilotées de l'extérieur, soit par des organisations internationales politiques, soit par des organisations internationales économiques et financières, soit par des lobbies reliés à l'establishment économique international, les grandes multinationales et autres. Tout à fait. Pour Zinoviev, ces démocraties coloniales ne sont pas des démocraties fondées. Et il faut s'intéresser à ce que Zinoviev dit, parce que c'est là en fait le problème qu'un certain nombre de démocraties africaines rencontrent. Prenons le cas de pays qui ont connu une évolution qui apparaissait intéressante du point de vue démocratique, comme le Bénin. Le Bénin, de 90 à nos jours, a connu plusieurs alternances. Tout à fait. Le président Kérékou, qui était à la tête de l'État béninois de parti unique de type marxiste-léniniste, a accepté de partir après la conférence nationale en 1990. Il a été battu à l'élection présidentielle par le premier ministre de transition, Nicéphore Soglo. Après quelques années plus tard, un septennat, le président Kérékou s'est présenté à nouveau contre Soglo et il a remporté. Il a fait ses 2 mandats, puis il a accepté de respecter la limitation des mandats. Il est parti. Le président Yahi Boni est arrivé, lui aussi a fait ses mandats, il est parti. Mais qu'est-ce qu'on constate? Aujourd'hui, on a Talon. On a aujourd'hui le président Talon. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que la démocratie pluraliste au Bénin n'a pas permis de résoudre les problèmes structurels du Bénin. Tout à fait. Notamment les problèmes en termes de développement. Oui. Il n'y a pas eu véritablement une transformation économique du pays. Et comme il n'y a pas eu de transformation économique du pays, cela n'a pas pu donner au coût social les populaires le confort social qui est nécessaire pour pratiquer efficacement un système de liberté.
C'est la même chose avec le Sénégal. Le Sénégal a connu une alternance en 2000. Le président Abdou Diouf est parti, le président Wade est arrivé. Une dizaine d'années plus tard, le président Wade lui-même est parti, battu par son ancien premier ministre Macky Sall. Il y a donc eu alternance, mais aussi une nouvelle fois au niveau des mécanismes structurels. La démocratie n'a pas amélioré la situation structurelle des couches sociales populaires du pays, en termes de confort de vie, en termes d'accès à l'école, d'accès à l'éducation, d'accès à un revenu sûr, d'accès à un emploi décent, au logement et tout ce que vous voulez. Ça veut dire qu'en réalité, les conditions économiques d'exercice démocratique de la liberté n'existent pas dans ces pays. Voilà. Troisième pays qui est également considéré comme une référence, le Mali. Le Mali qui également a connu un processus de transition à la suite du coup d'État dirigé par le colonel Toumani Touré. Le président Konaré, Alpha Omar Konaré arrive, il fait ses mandats, il part au bout de ses mandats. Toumani Touré revient cette fois-ci en tant que civil, il est élu, il fait ses mandats, il repart. Mais à quelques jours justement de repartir, il y a un nouveau coup d'État. Un coup d'État qui remet en cause tout le processus. Et non seulement le Mali est victime de ce coup d'État, mais il est victime d'une agression animée essentiellement par deux types de forces, des rebelles Touaregs et puis également des rebelles islamistes venant de l'Afrique saharienne, entre l'Algérie, la Libye et le Niger. Et aujourd'hui, on voit comment le pays a été sérieusement déstabilisé par cela. Et encore une fois, on voit que sur le plan socio-économique, qui est un élément important pour installer la démocratie, ça n'a pas changé grand-chose dans la situation du pays. Du point de vue même de la souveraineté, ces démocraties n'ont pas donné aux gouvernants une capacité plus forte d'imposer la conception de l'intérêt de leur pays aux grandes puissances, qui sont pourtant elles-mêmes aussi des démocraties. Les démocraties pluralistes occidentales qui, en tant que puissance, se comportent surtout comme des États internationaux qui pratiquent la dictature de la puissance et non la démocratie. Donc on a un système dédoublé où ces pays qui se revendiquent de la démocratie, eux-mêmes n'appliquent pas la démocratie dans les relations internationales sous le fallacieux prétexte que les relations internationales seraient la loi de la jungle. Ce qui fait qu'il y a une incohérence dans leur propre modèle philosophique. Tout à fait. Si ces pays sont des démocraties, ils doivent être des démocraties de part en part, c'est-à-dire du local jusqu'à l'international. Exactement. Mais c'est ce qui se fait peut-être dire à certains que cette démocratie occidentale qu'on veut imposer en Afrique apparaît comme une arme politique de domination des puissances occidentales sur les pays africains, notamment pour leur ravir leurs ressources minières, pour leur ravir leurs richesses. Oui, on voit effectivement que très souvent les grandes puissances, notamment les puissances occidentales, mais elles ne sont pas seules, mais c'est surtout elles qui sont concernées, ont en fait un rapport extrêmement variable à la question de la démocratie. Vous avez vu, dans le cas de l'Égypte, il y a une transition politique brutale en Égypte, à partir des révolutions dites du printemps arabe, et au bout de la transition, arrive au pouvoir un groupe politique qui a longtemps contesté l'état hégémonique égyptien autour de l'armée, les frères musulmans. Ils arrivent au pouvoir par une élection qui n'est pas contestée du tout. Ils s'installent au pouvoir. Tout à fait. Et comme leur politique ne plaît pas beaucoup aux Occidentaux, les Occidentaux ont accepté qu'un coup d'État militaire vienne interrompre cette expérience démocratique parce qu'ils ne partagent pas les orientations philosophiques, idéologiques des frères musulmans. Or, les frères musulmans n'avaient, en l'occurrence, violé aucun principe fondamental du système politique démocratique, de démocratie représentative de type occidental. Tout à fait. Mais comme leur philosophie politique ne plaisait pas à l'Occident, surtout aux États-Unis d'Amérique, on a accompagné le coup d'État militaire qui a renversé ce régime. Donc, la démocratie n'a d'intérêt que quand elle met au pouvoir des gouvernants qui sont conformes aux intérêts de ces Occidentaux. pas ça, voilà.
Voilà, ça ne passe que une ça. démocratie crédible, c'est une démocratie qui assure la pleine souveraineté de l'intérieur. Ça veut dire que ce sont les composantes sociales, les couches sociales d'une société constituée en État et utilisant ce système-là qui orientent elles-mêmes de manière souveraine leur processus politique sans interférence étrangère. Tout à fait. Et même dans les cas de démocratie qui sont convenants du point de vue institutionnel, nous ne sommes pas encore arrivés à cela en Afrique. Pourquoi? Parce qu'aucun système démocratique installé en Afrique, pas plus que les systèmes autoritaires il y a de quelques décennies, n'a encore réussi à apporter aux Africains la pleine souveraineté. Tout à fait. Tout à fait. Aucun État africain, aucun, n'a franchi la frontière technologique. Or, dans les rapports de force organisés par les centres du monde actuel, vous ne pouvez pas avoir la pleine souveraineté sans avoir une certaine capacité techno-scientifique qui est déterminante notamment pour votre organisation économique. Tout à fait. Et cette organisation économique, compte tenu de l'orientation dominante de ce système, c'est elle qui modèle en réalité les vrais rapports de force politiques et stratégiques. Tout à fait. Donc si vous ne l'avez pas, en réalité, vous n'avez pas la souveraineté. Et si vous n'avez pas la souveraineté, la démocratie est factice. Parce que la démocratie ne peut prendre de sens réel que là où la souveraineté est forte. Tout à fait. Dans toutes ses dimensions, dimensions politiques, économiques, sociales et culturelles. Et vous venez justement de prononcer le mot magique, souveraineté. Souveraineté. Est-ce que donc finalement l'objectif de ces puissances n'est-il pas précisément d'empêcher les États africains d'accéder à la pleine souveraineté? Pourquoi je le dis? Parce qu'on a le sentiment que l'objectif de cette démocratie de type occidental imposée en Afrique a une tendance à vouloir séparer le peuple des dirigeants. D'où la question de l'alternance que vous avez évoquée tout à l'heure. Séparer le peuple de ses dirigeants permet d'obtenir que le peuple combatte les dirigeants en permanence. Donc installe une guerre permanente dans la cité pour empêcher que les deux s'unissent, le peuple s'unit à ses gouvernants pour former donc la souveraineté qui va être contre les puissances occidentales. Est-ce que c'est une vue de l'esprit, professeur? Non, ce n'est pas une vue de l'esprit. On peut la présenter de manière un peu plus complexe, mais c'est une vue qui est bien fondée en réalité. Effectivement, quand une démocratie n'a pas la pleine souveraineté, elle est évidemment exposée à l'interférence étrangère. Tout à fait. Pour le dire d'une autre manière, à l'ingérence étrangère. Tout à fait. Et cette ingérence étrangère peut conduire à ce que vous indiquez, c'est-à-dire un divorce entre le peuple et les gouvernants, ou alors un divorce entre l'État, c'est-à-dire les gouvernants, et la République, c'est-à-dire le peuple. Ça peut également conduire à une division entre les composantes du peuple, notamment dans les sociétés qui sont des sociétés multiculturelles, multinationales et multi-ethniques. Tout à fait. Les nationalités vont s'affronter. Tout à fait. Toute la problématique, bon, que nous simplifions souvent ici en termes de tribalisme. Tout à fait. Ça peut être également une séparation donc entre les différentes nationalités et également une séparation entre les couches sociales, selon que ces couches sociales ont une position confortable ou alors si ces couches sociales ont plutôt une position difficile du point de vue matériel, c'est-à-dire c'est le clivage entre riches et pauvres. Les pauvres. Or, la démocratie, même dans les démocraties pluralistes constitutionnelles occidentales, pour reprendre le mot de Raymond Aron, repose sur un socle qui a toujours un minimum d'uniformisme et d'unanimisme, notamment quand il y a un danger contre la communauté politique. Tout à fait. Tout le monde doit se rassembler pour faire face à ce danger. Tout à fait. Or, qu'est-ce qu'on constate dans les démocraties africaines? C'est que cet aspect-là est très faible. C'est-à-dire la capacité de se mobiliser contre les dangers qui viennent de l'extérieur. Même dans des pays où vous allez voir des gouvernants qui ont des majorités confortables, il n'y a pas eu de contestation électorale. Il suffit qu'il y ait un coup d'État et tout se retourne. Autrement dit, les mêmes personnes qui ont choisi des dirigeants on dit, bon voilà, je choisis tel pour qu'il soit mon président parce que je pense que son programme est intéressant, le meilleur. Une fois donc qu'il y a une rupture, ils ne peuvent pas le défendre. Ils ne peuvent pas le défendre.
ça montre donc la fragilité de ces institutions. Tout à fait. Et ça montre donc en réalité, ces institutions-là ne fonctionnent que de manière aléatoire, Tout de à fait. manière hasardeuse, Oui. et non sur des bases solides. Tout à fait. Or, de mon point de vue, ce qui est important, c'est d'abord la solidité des bases institutionnelles Tout à fait. et civilisationnelles d'un ordre politique. Tout à fait. C'est tout ça à la fait. condition première. Une fois que cela est posé, on peut rentrer maintenant dans le raffinement démocratique Tout à de fait. ce jeu. C'est ça. Malheureusement, en Afrique, ces institutions-là sont très fragiles. Ouais. Même lorsque la démocratie se développe, on la renverse rapidement. Bon, on a vu Le au cas Mali. du Mali, Voilà. justement, On le disait. monde, Le Mali. et on a donc une C'est tout à fait démocratie qui, incroyable. tout le temps, est obligé de revenir au coup d'État militaire comme mode de régulation. Oui. C'est-à-dire qu'en réalité, le coup d'État militaire est devenu aujourd'hui la vraie technique de régulation de l'alternance politique au Mali. Oui. C'est quand même extraordinaire. Ouais. Et ça n'avance pas le peuple. Ça ne sert pas le peuple. Ça ne sert pas le peuple. Ça ne sert pas le Parce peuple. qu'à chaque fois, Oui. ce sont les factions politiques qui sont liées à l'élite qui prennent le contrôle du pouvoir Oui. sur une base justement où en raison de la nature du système, elles sont dans une compétition, Oui. une compétition qui n'est pas toujours très loyale Tout à fait. et qui empêche donc que le gouvernement puisse se consacrer sérieusement à relever les défis Oui. auxquels le Mali fait face. Je parle du Mali comme je parlerai de n'importe quel autre pays Oui. africain parce que en réalité, tous les pays africains sont dans la même situation. Ce n'est que des différences de conjoncture. Vous voyez un pays aujourd'hui, il est calme, on dit, oh voilà, ce sont les modèles. Revenez dans 5 ans, Tout à fait. il est déstabilisé. Tout Vous à verrez fait. que le pays qui est On a vu stable, l'Éthiopie, c'est déjà l'Éthiopie en apaisé. ce moment. Le cas de l'Éthiopie est parlant. Tout à fait. Voilà un pays qui était effectivement considéré comme un modèle, encore qu'on ne le considérait pas tellement comme un modèle par rapport à son application de la démocratie de type occidental, parce que son application était jugée très sévèrement en Occident, mais on le considérait comme un modèle économique. C'est un pays également qui a essayé d'intégrer des éléments de son architecture africaine, de faire un fédéralisme sur la base des composantes ethno-régionales, mais au bout, on voit que ce n'est pas ça qui résout le problème de la sécession comme certains croient au Cameroun, Voilà. pensant que les dynamiques de sécession qui existent au Cameroun existent simplement en raison du fait qu'on a affaire à un État unitaire. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Puisque l'Éthiopie est un État fédéral. Comment explique-t-il Voilà. qu'il y ait une sécession arrivée dans cet État fédéral? Tout à fait. Comment explique-t-il que chez notre voisin, le Grand Nigeria, Tout à fait. qui est une fédération qui aujourd'hui essaie d'asseoir un système de démocratie pluraliste, intégrant donc des techniques de partage du pouvoir par la rotation, il y ait quand même 3 ou 4 foyers de sécession. Tout à fait. Et donc 2 qui sont des sécessions actives. Tout à fait. Alors, professeur, est-ce que ça va être difficile pour l'Afrique et pour un pays comme le Cameroun de construire sa politique autour de la conscience nationale? Conscience nationale parce qu'il y a plusieurs communautés qui s'affrontent et qu'on veut unir, qu'on veut mettre ensemble, parce que toute la politique du Cameroun consiste à construire l'unité nationale, ce qu'on pourrait appeler la conscience nationale, avoir la conscience d'appartenir au Cameroun d'abord. Mais malheureusement, on a le sentiment que ces politiques imposées de l'étranger, ces démocraties, on va dire, qu'on nous donne à prendre comme un poison, cette démocratie récréative, comme l'aurait dit un auteur, elle empêche effectivement la construction de ce socle communautaire au Cameroun et partout ailleurs en Afrique. Oui, en fait, cette tâche de construction nationale est une tâche qui a été imposée à l'Afrique par la colonisation. Qu'est-ce que ça signifie simplement? Ça signifie que l'expérience coloniale, particulièrement dans son moment décisif, 19e siècle, fin du 19e siècle, a imposé aux différentes nations et nationalités africaines qui n'avaient pas nécessairement la même organisation d'être rassemblés dans les mêmes espaces politiques, en l'adaptant à chaque fois de manière relative aux spécificités de leur pays. Mais toujours avec l'idée que ce qui est en raison des ruses de l'histoire, ce commandement colonial s'est transformé en souveraineté nationale de principe. C'est-à-dire que nous sommes devenus des États, mais l'histoire fait que nous sommes des États de succession. C'est-à-dire que nous avons remplacé les États coloniaux. Même là où on a fait des luttes de libération nationale, on a hérité des structures laissées par l'État colonial. Et elles continuent donc d'avoir un effet. Mais la conscience nationale n'est pas impossible à faire. Elle se fait simplement toujours
en tenant compte des contradictions qui existent dans chacune des sociétés africaines. Pour y remédier, ce qui est important pour les Africains, c'est d'avoir une certaine attention au niveau continental. La politique de construction des nations en Afrique dépendra aussi de la capacité des Africains à mettre en place des règles et des orientations au niveau continental sur la manière dont on unit et on fédère les différentes composantes nationales. Important et déterminant dans la phase actuelle de l'histoire de l'Afrique, c'est le consensus. Autrement dit, la capacité à surmonter les contradictions, les divisions, pour aller à l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? C'est renforcer la souveraineté, parce qu'il n'y a pas de vraie démocratie là où il n'y a pas de vraie souveraineté. Deuxième chose, c'est mettre cette souveraineté au service de la collectivité, ce qui suppose donc que les gouvernants africains, quels qu'ils soient, puissent être disciplinés par rapport aux exigences d'intérêt général et de bien commun et de salut de leur pays. Ça suppose également donc que ce système-là est un ancrage communautaire, parce que sinon il trahit la nature et la structure réelle des sociétés africaines. Si vous appliquez et vous continuez d'appliquer un système individualiste dans des sociétés qui sont organisées de manière communautaire, il n'est pas surprenant que, pour le dire simplement, que ça ne marche pas. Tout à fait. Donc, le génie historique que les Africains actuels doivent avoir, c'est d'être capables de comprendre dans quoi ils sont. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'Afrique et comment l'organiser au mieux de ses capacités, de ses possibilités, de ses intérêts, de l'intérêt de l'ensemble de ses composantes sociales. Et cela du point de vue politique, du point de vue économique et du point de vue socio-culturel. Et nous avons dit au début de cette émission qu'il y a des références historiques qui montrent comment l'Afrique fonctionnait. Les grands empires africains sont l'une des clés. Pourquoi? Parce que ces grands empires africains, évidemment, avaient un étalement géographique très important. Ça veut dire qu'ils absorbaient, ils intégraient des communautés humaines extrêmement différentes. Tout à fait. Pourtant, ils ont géré ces communautés pendant des centaines ou des milliers d'années en minimisant les conflits. Ça veut dire donc que la solution, elle est là-bas. Dans cette capacité à gérer l'impératif d'unité dans les États, mais aussi au niveau panafricain, et à gérer la diversité des composantes sociales. Et des empires comme l'empire égyptien, Kemet, les grands royaumes et empires comme Kush, comme le Ouagadougou Ghana, comme le Congo, comme le Mali, comme le Songhai, comme le Mono Motapa, peuvent nous informer sur la manière dont on gère. Mais même les autres structures politiques africaines, par exemple celles des sociétés à matriarches et patriarches, nous fournissent la solution. Donc, notre enjeu, c'est d'avoir aujourd'hui des institutions de synthèse fondées sur la connaissance des lois qui règlent le gouvernement africain. Tenir compte du fait que le jeu colonial a entraîné chez nous une mutation partielle, pas complète mais partielle, qui fait que nous devons intégrer, même si nous ne le voulons pas, dans nos institutions, un certain nombre d'éléments qui viennent de cet héritage, mais il est essentiel de les adapter à notre structure profonde. Voilà l'enjeu. Et nous avons également parlé de cette logique. Quand nous disons que la démocratie vient d'Afrique, elle vient bel et bien d'Afrique. Solon a été formé par des prêtres égyptiens, notamment dans le temple de Saïs, comme on disait en grec, c'est-à-dire ça ou en égyptien. Et c'est là-bas qu'il a vu fonctionner un système qui était appliqué en Égypte à l'époque du pharaon samétique, qui était le gouvernement des 10. Et ce gouvernement des 10, là, en réalité, c'est cela qui lui a inspiré la démocratie athénienne. Et nous avons dit aussi que le modèle est plus ancien.
Les Grecs n'ont créé ni la démocratie, ni la cité-État, ni l'État. Tout à fait. Les cités-États de Canaan existaient 2000 à 1500 ans avant les cités-États grecs. Les cités-États existaient à Sumer, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'Irak. Elles existaient 2000 ans, 2500 ans avant les cités-États grecs. Et vous devez savoir que les peuples et les communautés qui ont constitué ces cités-États et qui sont les premiers inventeurs de ce qu'on va appeler la démocratie étaient de souche africaine. Elles venaient de la vallée des Grands Lacs. Tout à fait. On l'a vu notamment pour Eridu, qui est la cité fondatrice de la Mésopotamie, de Sumer. Avant Ur, Uruk, Lagash, Kish, il y avait Eridu. Et les études archéologiques ont montré que les fondateurs de ces cités-là, c'était des Noirs de petite taille, ce que nous appelons par héritage colonial. Par héritage colonial, une connotation péjorative. Oui. Voilà. Les cités-États de l'Inde, notamment la civilisation d'Harappa et de Mohenjo-Daro, on ne sait pas exactement comment elles étaient organisées politiquement, il n'y a pas suffisamment d'éléments matériels, mais ce qui transparaît, c'est qu'elles étaient effectivement organisées en cités-États. Et c'est là l'un des endroits où les Africains et les Afro-Asiatiques, c'est-à-dire les peuples africains ayant migré en Afrique, ont organisé les bases de la civilisation humaine actuelle. Et ce sont là aussi les souches supplémentaires de la démocratie, avec ce que j'ai pu vous dire. Et naturellement, en Amérique latine, on trouvait également les Noirs aussi. Bien entendu. Ouais, Bien qui avaient une société. La réalité, elle est très simple, for Zaketompo. C'est que l'humanité est née en Afrique. Et l'humanité, et toute l'humanité ancestrale est noire. Tout à fait. Ce sont les conditions d'adaptation de cette humanité migrant dans certaines régions du monde à climat froid qui ont créé les différenciations, qui ont créé les autres sous-groupes. Tout à fait. Ce qu'on appelle commodément les blancs, Tout à fait. puis ce qu'on appelle les jaunes qui sont un mélange de noir et de blanc. Ce qu'on appelle les rouges qui sont un mélange de jaune et de noir. Donc en fait, nous sommes tous liés, nous sommes tous apparentés. Ce qui prédomine, c'est le genre humain, mais nous devons aussi tenir compte de la coloration culturelle propre. On peut pratiquer un autre humanisme, un humanisme transversal, qui montre que l'humanité est génériquement une, mais elle s'exprime de manière différenciée selon le temps et l'espace. Tout à fait. Merci beaucoup, professeur Mathias Eric Onagini. Au terme de ce cours magistral que vous venez de nous donner à nos téléspectateurs, nous voudrions retenir que la démocratie est née en Afrique, l'arbre à palabre, et que nous ne souhaiterions pas que notre peuple continue de consommer la friperie démocratique venue d'ailleurs. La brocante démocratique, et s'intéresse à l'anthropologie de la gouvernance ancestrale telle que pratiquée dans les royaumes africains auparavant, dans les empires africains. Les royaumes, les communautés décentralisées, parce que nous avions tous les types de gouvernements en Afrique. Et donc, il ne faut pas que les Africains continuent à penser que la démocratie soit, disons, universelle ou intégrale, etc. Ça, ce sont des gros mots. Mais il faut s'en revenir sur le fond de l'émission. Jusqu'aux mots, ce sont des mots africains. Le démos grec, c'est ce que les jésuites appellent le théma, ou le thème pour désigner un domaine, une localité. Théma, c'est ça qui donne en Wagogo, en Tanzanie, qui donne Tembe. C'est ça qui donne en Douala, Tumba. C'est ça qui donne en Zulu, Tumbu. Jama en Swahili. C'est ça qui donne Jam en Malinké. C'est tous les thèmes qui désignent le démo, c'est-à-dire la communauté. Kratos, c'est le Ngoudou de Tilouba en RDC. C'est le Ngoudi de Sawa Douala du Cameroun. C'est le Ngoul de Beti, par exemple. Tout à fait. Donc même les termes sont des termes africains. Tout à fait. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez été édifiés par le professeur Mathias Eric Onagini sur les origines de la démocratie, sur le contenu véritable de la démocratie, et que vous avez compris tout l'intérêt que nous avons en Afrique à nous unir pour constituer
ou reconstituer la souveraineté grâce à laquelle nous pouvons accéder à notre indépendance. La souveraineté entre le peuple et les dirigeants, construire cette souveraineté qui est, n'est-ce pas, l'objet de convoitises, j'allais dire, des puissances prédatrices, qui ne veulent pas que nous puissions nous unir, qui ne veulent pas que le peuple puisse s'unir aux dirigeants, et qui veulent donc fragiliser les États pour pouvoir accéder à leurs ressources minières. Donc, nous pensons que vous avez compris l'intérêt pour nous de rester soudés. Et vous, au Cameroun, nous, au Cameroun, de construire la conscience nationale entre toutes nos communautés. La conscience d'être Camerounais d'abord, avant d'être Bamileke, Beti, Bassa, etc. etc. Anglophone, ce n'est pas une compte. Donc, nous avons tout l'intérêt d'être ensemble, de nous unir pour former cette souveraineté. Merci beaucoup et à la semaine prochaine, à dimanche prochain, à la même heure.